Dans plusieurs numéros du CEP figure une rubrique « Les dessous de la préhistoire ». Et cette rubrique est alimentée par le docteur Jean-Maurice Clerc. Et dans le CEP numéro 3, en 98, donc il a donné un article sur l'homme du moustier. Alors vous savez, la préhistoire, il y a l'homme de Cro-Magnon, enfin, l'homme de Tautavel, enfin, le Pithecanthrope, enfin, il y a toujours l'homme de quelque chose, parce qu'on a trouvé quelques os, et à partir de, évidemment, un os, même s'il est unique, appartenu à un être entier, donc s'il y a un os humain, il y a eu un homme quelque part. Et l'homme du moustier, si vous voulez, il a été découvert en 1907. Donc c'est un des premiers hommes préhistoriques. Hein. Et à une époque où les fouilles étaient faites dans des conditions presque abracadabrantesques, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune protection des sites, les enfants du village s'amusaient à les piquer des os, on pouvait, alors les pièces étaient vendues à des collectionneurs, et il remarque, alors justement le Jean-Maurice Clerc cite ici dans cet article 2 lettres d'un certain Hauser, qui était un Allemand, qui venait faire des fouilles préhistoriques en France, mais pas seulement en France, et il explique que des personnages respectables, comme l'abbé Breuil par exemple, était coutumier de revendre des pièces, de faire du commerce beaucoup plus que de faire de la science. Donc il montre entre autres que l'homme du moustier a été vendu pour 100 000 marks à l'empereur Guillaume de Prusse. Bon. Alors c'était un très beau squelette, etc. Mais dans une certaine mesure, on voit bien que la préhistoire n'est pas que de la science. Il y avait des affaires à faire. Un certain Perroni, qui était un collègue de l'abbé Breuil, de la même façon, faisait beaucoup d'achats-reventes dans des conditions un peu abracadabrantesques. Alors, ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, il y a une protection des sites, il y a des règles, et puis ce sont souvent plutôt des universitaires qui font les fouilles. Hein. Donc, on peut avoir un peu plus confiance dans les préhistoires, mais il est certain qu'il y a un très grand nombre de faux dans ce domaine. Le Pithecanthrope étant le plus célèbre, mais il y en a beaucoup d'autres, l'homme de Piltdown. Alors pourquoi toutes ces entorses à la méthode scientifique en matière de préhistoire? Pourquoi autant de faux dans la préhistoire? C'est que justement les préhistoriens, comme la plupart des gens, veulent nous présenter une histoire de l'homme selon la théorie de l'évolution. Donc il faut que l'homme ait été un espèce de singe qui se redresse à un moment donné avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et donc tout est faussé par cette perspective évolutionniste qui ne correspond pas à la réalité. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de faux en préhistoire, parce que évidemment, comme ça touche l'homme, ça nous touche directement, et les faits ne sont pas conformes à la théorie. Et donc ce qui est intéressant avec cet article de Jean-Maurice Clerc, c'est dans un cas très très précis, de voir ce qui a pu se passer et combien le fonctionnement de la préhistoire est très différent de ce qu'on imagine être ou devoir être le fonctionnement d'une science.